Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Trois pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Le Bénin avec ses violences consécutives à la proclamation des résultats des législatives. Deux anciens présidents, en l'occurrence Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui parlent de coup d'État électoral, on va en parler. On va également parler du Bénin, du Burkina Faso avec cette question. Après le Sahel, le terrorisme gagne-t-il du terrain au niveau des pays côtiers? Et enfin, le Mali avec ce premier conseil des ministres du gouvernement Boubou Sissé. Des questions qui seront abordées par nos invités. Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Chakmar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Après 2 jours de violence, manifestations post-électorales, le calme semble revenir au Bénin. Ces violences, je vous rappelle, sont consécutives à la proclamation des résultats des élections législatives où l'opposition a affirmé avoir été pas autorisée à présenter de candidats. Deux anciens chefs d'État, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, avaient appelé le président Talon à annuler ce scrutin qu'il qualifie de coup d'État électoral. Maître Konaré, une surprise, le Bénin qui nous montre un autre visage. Ça ne me surprend pas beaucoup, parce que la démocratie a été très mal comprise en Afrique. C'est toujours l'aspect alimentaire qui domine, c'est toujours la mauvaise tendance d'accaparer tout le pouvoir qui domine. Patrice Talon, s'il avait visité un peu l'histoire, s'il avait eu un peu plus de mémoire, aurait dû se souvenir qu'avant lui, il a fallu que Mathieu Kérékou fasse violence sur lui-même pour quitter le pouvoir. Il a fallu que Nicéphore Soglo fasse violence sur lui-même pour quitter le pouvoir. Et il a fallu aussi que Yahi Boni, qui était l'ennemi juré de Patrice Talon, fasse violence sur lui-même pour que Talon ait le pouvoir. Il aurait dû se souvenir de tout cela avant d'aller dans le sens d'un accaparement du pouvoir législatif, en faisant en sorte qu'un parlement monocolore, composé uniquement de partis présidentiels, de la mouvance présidentielle, donc voit le jour. Je trouve que c'est tout simplement dommage. Okay. Non, pour moi, c'est une surprise et à plusieurs niveaux. D'abord, le Bénin, c'est quand même l'emblème de la démocratie, en tout cas ouest-africaine, post-90. Ils ont été les premiers à initier cette conférence nationale. Ils ont été les premiers à faire des... à faire partir un président après un premier mandat. Mais de plus, la seconde surprise, c'est de Talon qui, en venant, a dit « je viens juste pour un seul mandat ». Donc, quelqu'un qui vient pour un seul mandat, normalement, ne va pas tenter de s'accaparer de tous les leviers du pouvoir, ou du moins, quand on vient pour un mandat, on fait en sorte de mettre des institutions, comme disait Rowling, qui vont vous survivre. Donc, c'est vraiment surprenant ça. Moi, je crois que la démocratie au Bénin n'a pas commencé à être menacée que sous Talon. C'est depuis l'éruption de Yahi Boni qu'on a commencé à remarquer que la démocratie au Bénin a commencé à tituber, je dirais, parce que vous avez vu, c'est lui d'abord qui a commencé à pourchasser ses adversaires, Talon et l'autre, je ne me souviens plus de son nom exactement. Maintenant, je crois que la venue de Talon, lui aussi n'a pas fait mieux, mais ça ne date pas de son mandat. Lui aussi, il a continué un peu sur le même chemin, en se protégeant, soi-disant, essayer d'éviter un peu que le Yahi Boni et tous ses soutiens n'aient raison de lui. Donc c'est en se protégeant comme cela, disons, en tout cas, en essayant d'éviter de tomber dans le même piège que Boni, qui lui, il est en train de lui-même de creuser un peu sa propre tombe, je dirais. Parce que là, c'est quand même grave ce qui arrive au Bénin. Alex l'a dit tout à l'heure.
un exemple de démocratie en Afrique, pas qu'en Afrique de l'Ouest, la conférence nationale, le latin, le quartier latin, africain et tout. Maintenant, dire que, vous avez vu, il s'est passé que lors de cette présidentielle, pour une des rares fois, pour la toute première fois, il n'y avait ni Internet, il n'y avait rien au Bénin. Ça n'est jamais arrivé au Bénin. Mais je crois que ça date de l'éruption de Yahi Boni sur la scène politique béninoise. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition. L'échec de M. Talon, parce que lorsqu'il est arrivé, il a proposé un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait ancrage de la démocratie. Et parmi l'ancrage de la démocratie, il y a la formation des partis politiques. C'est lui qui devait mettre en place les mécanismes pour dire aux partis politiques, pour enseigner aux partis politiques comment, par exemple, déposer un dossier sans être contesté. Donc c'est son échec personnel, en fait. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Comment voulez-vous que ce soit seulement dans un pays les listes de l'opposition qui soient recalées ? Pourquoi? Parce que vous pensez que les candidats de la majorité sont plus intelligents que tous les candidats de l'opposition? Non. Ça, c'est ce que j'appelle un cirque démocratique. C'est un homme d'affaires qui n'est pas arrivé, de mon point de vue, à devenir un homme d'État. Il est devenu un homme de l'État. Il doit être un homme d'État. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il est quand même coincé. Il y a eu deux choses. Un appel signé par d'éminents intellectuels, notamment Wole Soyinka, par exemple, pour demander, maître Robert Dossou, pour demander de rebrasser les cartes et de recommencer les élections. Et la deuxième chose que je voulais vous conseiller, c'est de lire, un article de Francis Batiné, qu'on a invité ici un jour, qui est journaliste et qui, pour mettre du beurre dans ses épinards, enseigne à Sciences Po en France, qui a écrit un article remarquable dans Monde.fr, où intitulé « Talon veut transformer le Bénin en une immense SARL dont il serait l'unique actionnaire ». Je pense que c'est un article remarquable, il faut le lire pour comprendre la situation. C'est un cirque démocratique et nous n'avons pas besoin d'un cirque démocratique. D'accord. Justement, Maître Konaré, est-ce qu'il y a des risques que les positions se radicalisent, puisqu'on a écouté Yahi Boni qui craint même pour sa vie. Il aurait écrit à des chefs d'État d'un pays voisin. On voit également une pétition contre Patrice Talon. Est-ce que les jours à venir, il y a des risques que la situation se radicalise, s'empire politiquement, bien sûr? Il y a déjà 9 morts. Donc c'est un motif suffisant pour la radicalisation des partis. Et puis, d'où vient généralement la radicalisation des conflits politiques? C'est lorsque, par une maladresse, le chef de l'État crée une situation de non-retour. Lorsqu'il y a des morts, il a des raisons de craindre que le jour où il va quitter le pouvoir, on lui demandera des comptes. Lorsque le pays plonge dans le chaos par la faute du chef de l'État, il y a des raisons qu'il craigne qu'on lui demande des comptes après son départ du pouvoir. C'est ça qui conduit beaucoup de chefs d'État à vouloir s'éterniser au pouvoir. Dans le cas de Talon, je ne comprends même pas. Il a le droit de solliciter et de briguer un deuxième mandat, même si c'est lui qui, sans qu'on le lui ait demandé, a prétendu que briguer un second mandat était un signe de manque de démocratie. Mais il a le droit de le briguer. Mais qu'il laisse l'opposition briguer au moins les sièges législatifs pour que la démocratie, ne serait-ce que dans les apparences, soit sauve. Vraiment, je le plains et je l'accuse. D'accord. Alexis, est-ce qu'il faut comprendre ces levées de bouclier justement contre Talon? Il n'a pas ramassé le pouvoir dans la rue, quand même. C'est un président élu à l'issue d'élections jugées transparentes. Il n'a pas pris le pouvoir dans la rue, quand même. Parce que vous êtes élu que vous avez le droit oui, encore que Talon, à la limite, était un président par défaut. Il est arrivé plutôt contre le candidat, disons, il a été élu parce qu'on ne voulait pas du candidat qu'on pensait que Yahi Boni était en train d'imposer, la France, en l'occurrence M. Zinsou. Mais oui, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que oui, on va vers une radicalisation parce que vous avez entendu Yahi Boni qui dit ça ne se fera pas.
Vous avez, Serge parlait de cette pétition des intellectuels africains, donc au-delà du Bénin. Et cela veut dire quoi? Que si le président ne cède pas, la contestation qui est partie du Bénin ou qui va rester au Bénin, en tout cas sur le plan de l'opposition physique frontale, dépasse le cadre purement béninois pour aller ailleurs. Donc, surtout que le président ne tombe pas dans le piège de l'égocentrisme du point où pour croire que céder, c'est une marque de faiblesse. Justement, vous allez dire la même chose, parce que vous avez la CEDEAO qui a fait le déplacement, vous avez l'Union africaine qui a fait le déplacement, vous avez vu le communiqué des Américains. Les Américains ont réagi aux élections législatives au Bénin comme on réagirait à une élection dans un pays où il y a une dictature. C'était clair, c'est-à-dire sans nuance. Le danger aujourd'hui, pour moi, c'est quoi? Je pense que jusqu'au 16, l'Assemblée nationale devrait être mise en place. Ils vont s'ennuyer très rapidement, parce qu'il n'y aura pas de débat contradictoire. Ce ne serait que des matchs amicaux à l'Assemblée nationale, alors qu'il faut des joutes, il faut contester. Et là, vous allez voir que ça va se gangréner. D'où, de mon point de vue, la nécessité maintenant de trouver une solution de sortie de crise. Est-ce qu'il faut recommencer les élections immédiatement? Est-ce qu'il faut attendre 1 an? Est-ce qu'il faut attendre 2 ans? Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution miracle. Mais le président de la République du Bénin est celui qui est le plus interpellé face à la situation et qu'il faut qu'il nous montre qu'il est homme d'affaires, parce qu'il est resté homme d'affaires, contrairement à ce qu'il dit, mais il est devenu peut-être homme d'État. Donc en ce moment-là, on dirait un homme d'affaires, homme d'État, et non un homme d'affaires, homme de l'État. Il y a une nuance. Ok. Mais est-ce qu'on peut dire que le président, on ne va pas utiliser l'expression flouée, la majorité de ceux qui l'ont élu, quand même on a l'impression qu'on connaît maintenant le vrai visage. Et pourtant, lors de la présidentielle, les gens s'étaient inquiétés en disant qu'un homme d'affaires reste un homme d'affaires. Est-ce qu'on a été rattrapé un peu par ça, la personnalité réelle du businessman? Ouais, je crois, comme ça je le disais, je crois que c'est une vocation aussi, la politique à la limite, quoi. C'est pourquoi j'avais parlé de Yahi Boni un moment. Moi, je crois que lui, déjà, parce qu'il faut que la politique, malheureusement, nos hommes politiques aujourd'hui aussi, c'est pas des exemples aussi, également, malheureusement. Il faut que la politique soit faite par les hommes politiques, des gens qui n'ont fait que la politique. Ça, je parlais aujourd'hui de former les partis politiques. Ça, c'est le rôle d'un homme politique. Ah oui, mais un homme d'affaires, un banquier et tout, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, je crois qu'il ne peut pas ne pas être rattrapé par sa vocation réelle, qui est de faire des affaires. Et c'est cela, mais je crois qu'il faut aussi aller un peu par derrière. Et puis, maintenant que les hommes politiques occupent véritablement le champ politique, et que ce ne soit pas les hommes d'affaires, les banquiers et tout. Mais ça demande à ce que les politiques soient à cheval sur la morale, sur la déontologie, l'éthique même de la politique. Ouais, pour moi, il y a une possibilité de reconversion. Yahi Boni n'a pas été un mauvais bougre. C'était un banquier qui a su faire la transition. C'est vrai, on lui a reproché beaucoup du point de vue comportement personnel. Mais du point de vue gestion de l'État, il n'a pas été le pire. Oui, je voulais rapidement parler de l'apprentissage de la démocratie. Il faut que les Béninois viennent ici pour prendre conseil parfois au Mali. Quand on parle du Mali, oui, je vais vous dire pourquoi. L'institution de la République la plus fermée à la presse au Mali, c'est le Conseil constitutionnel. Mais vous savez, c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Et vous savez ce qui m'a épaté la dernière fois? On aurait pu éliminer 5 candidats. Mais ce que le Conseil constitutionnel a fait ici, ça peut servir d'exemple là-bas au Bénin, c'est quand on a vu que les dossiers de Maître Moutagata, un certain nombre n'étaient pas à jour, ou il manquait des pièces, etc., on a levé un carton jaune en disant « Attention, vous avez 5 jours pour vous mettre en règle ». Ils se sont mis en règle. Ça, c'est de l'apprentissage de la démocratie, si vous voulez. Il aurait pu faire la même chose. Les gens n'avaient pas les dossiers en règle. On aurait pu trouver l'astuce pour leur dire « Attention, venez, mettez-vous en règle ». On ne fait pas ça, c'est pas possible. Okay. Voilà. D'accord. Nous restons toujours au Bénin sur un autre registre sécuritaire où 2 touristes français ont été enlevés dans le nord du pays. Enlevés donc au Bénin, ils ont été amenés au Burkina Faso. Une opération commando dans la nuit du 9 au 10 mai a donc permis leur libération alors qu'ils étaient sur le point d'être transférés vers le Mali. Alexis Kalambri, est-ce que le terrorisme, la courbe du terrorisme quitte le Sahel pour atteindre les pays côtiers? Oui, c'était prévisible depuis un certain temps et il y a eu beaucoup d'alertes disant oui,
le champ d'action des terroristes s'élargit. Il est temps que tous ces gens de la côte s'impliquent davantage pour lutter. Je pense que ça, on a le cas pratique, disons, concret qu'on vient de voir. Mais oui, il y avait depuis longtemps des prémices et je crois qu'avec cela, ça se concrétise. C'est vrai. Oui, ce qui se passe là-bas est très important. D'abord, pour moi, c'est la preuve que le nord du Mali reste quelque part un entrepôt d'otages. C'est-à-dire qu'on va prendre les otages ailleurs, on les ramène dans le nord du Mali, parce que là, il y a toute une structure, une organisation internationale pour gérer les otages, pour être intermédiaire, pour libérer les otages, etc. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Puisque, visiblement, on amenait les deux Français dans le nord du Mali, et puisqu'on a retrouvé, d'ailleurs, d'autres deux autres otages à la frontière. L'autre chose, c'est évident qu'aujourd'hui, la fenêtre de tir des terroristes s'élargit, ça c'est évident. Et donc ce n'est pas le Mali seul qui est concerné, tous les pays sont concernés. Moi, ça ne m'étonnerait pas que demain, on enlève des otages en Libye, qu'on les ramène dans le nord du Mali, par exemple. Donc ça, c'est ça qui est le danger. Ce n'est pas le Mali seul qui est concerné. Et l'autre observation que je souhaitais faire, c'était la stratégie des frontières. Donc vous voyez, on a beaucoup parlé ici de la stratégie des frontières des terroristes, c'est-à-dire Mali-Niger, Mali-Burkina, Burkina-Niger. Vous voyez, donc là maintenant, vous avez une frontière Bénin, vous avez une autre frontière Burkina. Vous avez Burkina, Mali. Donc là, ils utilisent de plus en plus la stratégie des frontières, et là, c'est une piste pour pouvoir peut-être les combattre. Maître Konabi. Oui, vous savez, après la défaite de l'État islamique en Syrie et en Irak, le Sahel est devenu la terre de refuge de ce groupe terroriste le plus puissant de l'histoire. Il rejoint AQMI, qui était déjà là, Boko Haram, qui était déjà là, et avec la complicité de Yad Ag-Ghali et de ses suppôts de la SEMA et autres là. Et donc, le mal est déjà là. Il faut considérer que le Sahel est la terre d'élection de tous les groupes terroristes du monde. Et cette réalité converge avec les intérêts des grandes puissances qui ont intérêt à ce que le Sahel reste plongé dans le chaos pour qu'elles puissent en exploiter les ressources minières, pour qu'elles puissent exercer leur domination politique, et pour que, effectivement, les ressources qui ne peuvent pas être exploitées aujourd'hui puissent rester en jachère en attendant que ces grandes puissances-là en aient besoin. Donc, ils ont commencé par le Mali, ça s'étend au Burkina, au Nigeria, et ça va frapper le Bénin, le Togo, ça va contaminer toute l'Afrique de l'Ouest, et il va sans cesse devoir faire recours. Il va falloir donc nous serons obligés d'appeler à l'aide ces grandes puissances, et elles vont s'éterniser sur notre sol. Voilà la stratégie. Oui, Makankone, sur la question. Non, moi je crois que depuis Grand Bassam, déjà, on devait s'attendre à ça. Depuis les attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, on devait s'attendre à ce que les terroristes... Et puis, ils ont toujours existé, en tout cas vers la zone Côte d'Ivoire, Burkina et tout. Maintenant, je me dis, récemment, c'est peut-être parce qu'ils sont tellement attaqués, acculés, harassés dans le Sahel, qu'ils cherchent maintenant d'autres terres. Et donc, ils descendent vers les côtes. C'est d'autant plus important que la situation géographique de ces zones les met un peu plus à l'abri, les protège, parce qu'on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les découvrir comme dans le grand désert, où à des milliers de kilomètres, on peut apercevoir des gens. Là-bas, c'est les grandes forêts, c'est les forêts denses et tout. Je me dis peut-être que ça explique cela aussi. Mais moi, je dis principalement, c'est parce qu'au centre et au nord du Mali, ils sont tellement pourchassés, qu'ils cherchent maintenant d'autres zones de prédilection. Oui, si vous permettez, l'autre aspect, c'est que, oui, comme c'est la thèse toujours défendue par Seri, c'est que, oui, les otages sont les sources d'approvisionnement en devises. Et avec les questions de sécurité au Mali, les zones
sous l'emprise des djihadistes sont désertés par ceux qui peuvent leur apporter ces devises-là. Donc, de plus en plus, peut-être on va chercher cette matière première qui est l'otage occidental. On va chercher de plus en plus loin et ça aussi, ça amène à prendre des risques plus à l'intérieur des terres. Daniel, il y a des questions par rapport au mode opératoire. Est-ce que ces groupes-là, c'est à partir du Sahel qui se projettent vers les pays côtiers ou est-ce que ce sont l'œuvre de cellules dormantes qui se trouveraient en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, qui procèdent à des enlèvements pour les amener ensuite dans le Sahel? Je pense que, j'ai pas la certitude, mais j'analyse. Je pense qu'il y a des intermédiaires. Si vous prenez par exemple le guide a été assassiné. Pourquoi le guide est assassiné? Il est assassiné probablement parce qu'un intermédiaire, il a reconnu un intermédiaire. Et l'intermédiaire s'est dit, tiens, si je m'en vais, lui, il peut dire que c'est moi qui ai fait le coup. C'est possible. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il fonctionne avec des intermédiaires. Ça, c'est un. Je pense qu'ils ont également des relais, des personnes qui disent, voilà, il y a peut-être qu'ils travaillent même, ils arrivent à rentrer dans des fichiers d'agents de voyage parce qu'ils sont très organisés, ces groupes sont très organisés. Ce qui m'amène à dire que le danger, c'est un danger quasiment planétaire. Ça m'amène à vous dévancer un peu sur le mode d'opération. Vous voyez, il y a 2 Français qui sont enlevés. La France intervient pour libérer ses ressortissants. Donc si nous attendons que d'autres interviennent pour libérer nos ressortissants ne seront jamais libérés. C'est à nous de prendre nos responsabilités. On peut prendre nos responsabilités. Laissez le G5 de côté d'abord puisqu'il ne fonctionne pas. On sait qu'un hélicoptère désormais peut parcourir une autonomie de vol de 400-500 km. Bénin, Burkina, 400-500 km, on peut avec un hélicoptère. Burkina, Niger, 500 km, c'est facile. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si on organise, et ça c'est ce que je souhaite, c'est ce que je pense, la communauté internationale devrait organiser des forces spéciales pour combattre la drogue et le terrorisme dans le Sahel. Si nous voulons réussir, c'est cela. Parce que je le répète, les terroristes dans le Sahel sont 1 millier au maximum. Nous sommes 50 000 hommes. Nous avons 50 000 hommes, nous avons des hélicoptères, nous avons des avions, nous avons des chars, et nous n'arrivons pas à les combattre. Donc c'est par ce genre d'opération qu'il faut, de mon point de vue, opérer. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Réunion du G5, réunion de ceci. On peut, en un mois, je pense, mettre en place une structure légère de nos pays, avec nos hélicoptères, nous en avons ici, le Burkina en a, pour terroriser ces terroristes si nous voulons nous en sortir. Sinon, on ne pourra pas le faire. Oui, Maître Kouraré, ça devient une espèce d'hydre. À chaque fois qu'on pense pouvoir venir à bout du terrorisme, il se déplace, les pays côtiers, une réponse sous-régionale, internationale, comme Serge Daniel vient de l'évoquer. Mais vous ne m'avez peut-être pas compris. Le terrorisme, c'est une politique de domination de nos pays. Il n'est pas là pour repartir. Il est là pour nous servir d'épouvantail, pour justifier la présence des forces internationales au Sahel, pour justifier la politique de pillage de nos ressources sur le long terme. Donc les petits raps de Français ou d'Américains et autres, là, ça c'est pour amuser la galerie. Ça c'est pour faire croire que la France, elle aussi, est victime de cette affaire. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui payons le plus lourd tribut. Et les grandes puissances ne veulent rien faire pour que le terrorisme quitte notre sol. Comment pouvez-vous comprendre qu'un petit millier de terroristes éparpillés à travers le désert puissent résister aux 11 700 soldats de la MINUSMA? C'est l'asymétrie quand même. Aux 4 500 soldats de Barkhane, aux drones tueurs des Américains et des Français? Mais finalement, c'est quoi? Ouais, y a des Moi, je ne crois pas une minute. Vous voyez là, pas une minute à la volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme. Très rapidement, très rapidement, 2 minutes, pas moins de 2 minutes. C'est une divergence fondamentale que j'ai avec Maître Konaré. Parce que selon sa doxa, pour sa doctrine, ce sont les forces étrangères qui doivent nous aider à lutter contre le terrorisme. Et ce que moi je dis non. Moi, ma doctrine, c'est que nous sommes dans un espace qui s'appelle le Sahel. Il nous appartient de prendre nos responsabilités de lutter contre le terrorisme. Voilà ce que je dis. Oui, Alexis. Alors, autant j'approuverai un complot dans le cadre de l'irrédentisme au Mali,
autant je ne comprendrais pas que quelqu'un puisse franchement, d'une manière ou d'une autre, entretenir le terrorisme et l'obscurantisme pour une quelconque politique. Ça dépasse tout entendement. Mais oui, encore, pour être partagé, l'avis de Serge sans être de son côté. C'est du alexisme, ça. Non, en fait, oui. On doit pouvoir par nous-mêmes organiser notre lutte parce que nous avons une sorte d'avantage que les Occidentaux et autres n'ont pas. Eux, aujourd'hui, à la limite, ils sont capables de maîtriser rapidement toute communication qui passe par les nouvelles technologies. Mais on a des gens sur le terrain qui n'utilisent pas 80% cela. Donc, ils ont des moyens de communication que nous, on doit être capable de décoder parce que c'est les relais sociaux, c'est les modes traditionnels. Donc, on doit être à même d'être plus en adhérence avec cela que ceux qui viennent nous aider. Quand on connaît peut-être tout cela traduit la vitalité de la Katiba Massina. Parce que si les informations sont vérifiées, on dit que les ex-otages étaient en partance vers cette Katiba-là. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on dit par rapport à Koufa, cette Katiba-là, elle reste active, vivace. Absolument, surtout depuis qu'elle s'est ralliée à IAD et tout. Mais moi, je veux insister un peu sur l'aspect volonté politique de la lutte contre le terrorisme, surtout dans un pays comme le Mali et tout. Maintenant, je ne sais pas, Serge dit qu'on a des hélicos et tout, je ne sais pas si on a suffisamment d'équipements, nous, pour lutter contre le terrorisme. Et si nous-mêmes, politiquement, nous souhaitons lutter véritablement contre le terrorisme, je ne partage pas l'avis de mon voisin de gauche qui pense qu'il y a des gens qui sont là pour encourager le terrorisme, pour exploiter nos ressources et tout. Mais exploiter peut-être, les ressources peut-être. Oui, même ça, on ne peut pas prouver, on le dit, mais on ne prouve jamais qu'effectivement, par exemple à Kidal, on montre des mines et tout, mais personne ne peut prouver aujourd'hui que la France, on va jusqu'à montrer des équipements militaires dans des mines et tout, mais personne ne peut prouver aujourd'hui que c'est la France et tout. Moi, je sais par exemple que nous, souvent on a manqué de volonté politique d'éradiquer le terrorisme, en tout cas de terminer, d'effacer certains leaders terroristes. Vous discutez par exemple, c'est pas un secret que je dévoile, vous discutez par exemple avec des militaires qui vous diront que souvent on a eu dans notre ligne de mire des leaders terroristes, mais politiquement on a attendu, la réaction attendue, on ne nous a pas donné l'ordre de les anéantir. Donc ça contribue, nous au Mali en tout cas, à entretenir, à cultiver, en tout cas à encourager la présence des terroristes sur notre sol. Maintenant, on ne va pas revenir sur comment est-ce qu'on a accueilli les rebelles qui sont venus de la Libye et tout, à bras ouverts. Mais tout ça, il faut tenir compte de ça. En tout cas, pour ce qui concerne le Mali, mais on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Là, je suis entièrement d'accord avec Serge. Ouais. Si on ne va pas dans une coopération, si on ne va pas ensemble, même les États-Unis ont du mal à lutter contre le terrorisme. Donc nous, on ne peut pas aller si on ne va pas ensemble. Ouais, peut-être que Maître veut faire allusion à ce... Ce que je voudrais rappeler. On va riposter. En 2013, la France est venue à la demande de l'État malien pour chasser les terroristes, pour libérer notre territoire. Elle a libéré Gao, elle a libéré Tombouctou et Kidal, elle refuse que l'armée malienne aille là-bas. Or, Kidal fait frontière avec l'Algérie, la Mauritanie, n'est-ce pas? Et c'est la porte d'entrée principale des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue et des terroristes. À Kidal vit la SEMA. Est-ce que vous avez vu la SEMA ramasser et arrêter des terroristes et les remettre à une quelconque force internationale? Non. Donc ça veut dire qu'on a légalisé, on a institué, on a sanctuarisé Kidal comme la plaque tournante du terrorisme au Sahel et particulièrement au Mali. Et qui a fait ce travail? Ce sont les forces internationales, ce sont les forces françaises. Donc, si le terrorisme se perpétue et qu'on continue d'empêcher l'État malien de prendre possession de Kidal, qui est à la source du problème?
D'accord. Voilà pourquoi je raisonne comme je le Ok. fais. Ouais, J'attends ok, la allez-y. réponse de Non, ça. non, pas ok. du tout. Non, Je voulais non, dire que c'est pas un non, ping-pong, pas de oui, riposte, allez-y. pas de Ouais. ping-pong. Ouais, Je vous aime bien, vous le savez. Bon, Kidal fait partie du Mali. Le président de la Non, République. c'est pas sûr. Hein. Le président de la République, en pleine campagne électorale, a passé la nuit là-bas. Ah, non, 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 Donc, non. il a passé la nuit chez lui. C'est je pas dis. sûr. Vous voyez, parfois je suis un peu contrarié. Mais je dis, si nous voulons lutter contre le terrorisme, je me souviens très bien de ce que le président Amadou Toumani Touré m'a dit un jour, quand je suis allé monter à Koulouba, il était à Koulouba à l'époque, on avait facilement accès à lui, je dis, mais non, mais tu ne fais rien. Il dit, mais Serge, non, c'est pas comme ça. Si on n'est pas ensemble, ils vont nous taper. Serge, non, faut pas. Si l'Algérie... Il avait parfaitement raison. Le G5, aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je dis, il ne faut pas attendre, mettre Conaré les autres pour lutter. Regardez les Français, ils sont intervenus. Il y a 2 Français qui sont morts. Pourquoi voulez-vous que des Français meurent pour des Maliens? Et pourquoi voulez-vous que des Maliens meurent pour des Burkinabés? Mais c'est à nous de nous organiser, c'est Koutangara, pour lutter contre le terrorisme. Et je dis que nous avons les moyens de le faire. Parce qu'on n'a pas besoin de grands moyens. Vous voyez l'opération qui s'est déroulée au Burkina. Le Burkina a participé. Mais les Américains aussi ont participé parce qu'ils ont fourni les informations. Donc les autres peuvent fournir les informations, mais il nous appartient à nous-mêmes de nous organiser pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est ce que je dis. Ok, Alexis Calambri, récemment on a vu nos autorités sortir par rapport au G5 Sahel, mais on aimerait, hein, peut-être pour ne pas emboîter le pas à mettre, récemment par rapport à l'attaque de Guiro Djoura, je ne me rappelle plus, on a parlé de la présence d'un hélicoptère suspect. Jusque-là, aucune information là-dessus. C'est bon qu'il y ait ces interrogations, ces questionnements-là. C'est important qu'il y ait ces interrogations. Alors, le G5, on l'avait salué pour une raison principale, c'était que, oui, on allait apprendre surtout à partager les informations. Parce que si vous discutez avec les autorités, disons les forces étrangères, qui détiennent plus d'informations que nous, à la limite qui peuvent aller souvent là où nous ne pouvons pas aller sur nos territoires, ils ne partagent pas très souvent les informations avec nous par manque de confiance. Donc, quelque part, le G5 Sahel allait être déjà un moyen au moins pour le partage d'informations. Je pense que notre faiblesse dans la lutte contre le terrorisme se trouve surtout au niveau de notre capacité à gérer l'information. D'accord, Maga. Rapidement, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes la plaque tournante du terrorisme et on ne fait rien jusqu'à présent? On ne demande pas à ce que nos voisins directs viennent nous aider, on va chercher ailleurs. Et regardez par exemple au Niger, quand ils ont enlevé à l'époque 2 jeunes, ils les amenaient au Mali, on les a tués. Ceux du Bénin l'autre jour, on les amenait au Mali également. Et quand il y a eu les attentats à Grand Bassam, les auteurs c'était des Maliens. Il faut que nous-mêmes, franchement, nous trouvions une solution à cette situation. Juste un mot. On va Juste un mot. Non. Juste un mot. Ok, un mot. Je vais vous décrire, vous parler de, vous demander au Mali. Ça c'est 2 mots. Hein. Voilà, donc notre situation ressemble à celle d'une poule qu'on a mise dans un poulailler avec un chien dehors. Le chien est tenu en laisse par l'Occident. Chaque fois que la poule veut mettre le nez dehors, le chien lui bondit dessus. Voilà où nous en sommes. D'accord, on va progresser dans l'émission. On va essayer d'avancer vraiment pour parler de ce premier conseil des ministres du gouvernement, Dr Boubou Cissé. C'était le mercredi dernier à Koulouba autour du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, justement, que nous écoutons lors de ce premier conseil des ministres. Je voudrais donc vous dire vraiment, sans aucune espèce de volonté de plaire, la démagogie n'est pas mon fort. Démagogie, plaire au peuple, c'est pas mon fort. Mais, sincèrement, du fond du cœur, merci pour la patrie. Car, c'est pas un temps de délice. C'est pas un temps de jouissance du pouvoir. C'est un temps d'assumation pour le pays. On n'est plus au temps de l'interrogation, on est au temps de l'action pour le Mali, pour la survie du Mali. Et si je suis encore dans ce fauteuil-là, croyez-le bien, ce n'est pas par ambition petite. Non. Je l'ai plus haute. Mais par devoir. Par devoir. Par devoir légal, je devais en être. Et ça aurait été lâcheté que de ne pas en être. Pourquoi j'y suis? Pour le service du pays, la patrie.
en danger. Merci à tous de l'avoir compris. Ici, autour de cette table, nous sommes à égalité de respiration. Voilà, le président Ibrahim Boubacar Keïta, lors du premier conseil des ministres du gouvernement Boubou Cissé, à l'issue du conseil, certains ministres se sont prononcés, toujours au micro de nos confrères de la télévision nationale. Vu ce qu'on attend de nous, la situation de notre pays, rien n'est facile, mais nous devrons pouvoir faire face. Améliorer les performances dans la lutte contre l'impunité, contribuer à mieux assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, rendre la justice accessible, efficace, au service de la paix et de la cohésion sociale. Accentuer le dialogue social avec toutes les forces vives, faire en sorte bien sûr que les uns et les autres puissent se parler dans le calme, mettre la balle à terre et puis discuter et trouver les solutions idoines pour le Mali. Il y a dans la résolution des crises maliennes une forte dimension internationale que nous devons prendre en main. Cela veut dire qu'il y a un rôle important que les acteurs de la diplomatie auront à jouer. Je les ai invités d'ailleurs hier à se mobiliser. Que le pays est en guerre, il faut que ceux qui sont sur le front de la diplomatie se considèrent comme des soldats. Alexis Calambri, ce n'est pas un temps de délice, mais c'est le temps de l'assumation. Oui, Dixit le président. Oui, au passage, c'était de haut vol et c'était bon à savourer. On apprend du bon français. Mais oui, le discours là était tellement important que ça campe le décor, ça élague, en ce sens que vous avez vu un certain temps, ça partait en vrille parce que les gens cherchaient à savoir pourquoi un tel accepté, pourquoi un tel qui représente un tel qui. Le discours du président a eu quand même disons, le mérite de camper le décor, d'expliquer ce qui est attendu de tout le monde et à la limite de fixer l'horizon. Oui, la patrie en danger, on a entendu, peut-être ça dénote de la gravité de l'heure, Maître Konaré. Mais bien sûr, je me réjouis que le président le dise et j'apprécie surtout le fait que Tcheblé Dramé ait dit publiquement que le pays se trouve en guerre et que les diplomates doivent se considérer comme des soldats sur un front de guerre. Parce que jusqu'à présent, on ne parlait pas de guerre. On parlait plutôt d'accord de paix, on parlait de maintien de la paix, etc. L'ONU même prétend venir maintenir la paix et pas faire la guerre. Nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, il est bon qu'on se comporte en conséquence. C'est une évolution que je trouve positive. Il faut aller traquer les rebelles sur le front intérieur, mais aussi sur le front diplomatique. Parce que c'est en diplomatie que nous ne marquons aucun point. Quand des rebelles sont reçus au Conseil de sécurité, est-ce qu'on peut dire pas la peine ex-rebelles, parce qu'ils ne sont pas tous de mauvaise foi à Maître Konaré. Il y en a qui ont le Mali, qui portent le Mali en leur Ils cœur. sont armés ou pas Ouais, Ils sont armés contre leur pays. Et le code pénal dit sera puni de mort pour trahison tout Malien qui prend les armes contre le Mali. À moins qu'il n'y ait plus de loi au Mali. Bon, à partir de la signature de l'accord... quelqu'un qui prend les armes contre son pays ne peut pas être considéré comme ex-rebelle. Quelqu'un qui se fait recevoir au Conseil de sécurité pour aller dénigrer l'État malien ne peut pas être considéré comme un ex-rebelle. Nous sommes en guerre. D'accord, Makankone. Non, je crois que la question c'est quoi? C'est par rapport au Conseil de ministres. Non, parce que j'ai tellement envie de répondre, de riposter à... Non, mais vous pouvez riposter. Hein. Non, parce que... Vous n'êtes pas d'accord avec le non, du tout, parce que... Il a raison, c'est Coluche, vous connaissez. Il dit qu'un intellectuel, c'est quelqu'un, quand tu lui poses la question, et quand il répond, tu as oublié la question que tu as posée. Non, parce que là, non, je vous dis franchement, pour être très sérieux,
dès qu'ils ont signé, dès qu'il y a eu la signature, les 2 signatures même de l'accord pour la paix et la réconciliation, ces gens, on les considère comme des ex-rebelles. C'est pourquoi, c'est pas pour rien qu'on les dit ex-mouvement armé. En tout cas, dans la législation partout, c'est comme ça qu'on les appelle. Et pour ce qui concerne leur désarmement, je crois qu'ils sont en train d'être désarmés. On parle même de DDR accéléré. Ça, c'était un peu pour riposter légèrement à mon voisin. Maintenant, pour la rencontre, je crois que comme Alexis l'a dit, le décor est campé. Mais je crois que c'est quand même déjà entendu un peu. Il faut maintenant qu'on aille véritablement dans l'action. Moi, je me souviens qu'à chaque conseil de ministre, c'est un peu les mêmes propos. C'est dire aux gens, travaillez ensemble, personne ne se sauvera seul, allons-y, foncez. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. Il faut maintenant se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas et tout. Maintenant, ça, c'est par rapport à la forme. Pour le fond du discours, il y a un passage qu'on n'a pas entendu ici. C'est quand le président parle de la qualité de son élection. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on sorte de ça. On a fini les élections. Lui-même, il a dit, on a fini les élections. Il faut qu'on travaille. Déjà, il y a des opposants qui sont dans le gouvernement. Souhaitons qu'ils restent longtemps dans le gouvernement et qu'ils puissent véritablement travailler avec le président de la République. Et ça dépend d'eux d'abord et du président de la République. Parce que quand on accepte d'entrer dans un gouvernement, à travers la signature d'un accord, il est bien qu'on respecte cet accord en tant qu'opposant et qu'on travaille un peu au développement du pays. Pour te rejoindre, on n'a pas également passé l'extrait où il dit qu'il parlait au Premier ministre Soumaïlou Boubeye Maïga. Voilà, oui, il a dit, lorsque nous l'appelâmes, ça à l'époque, oui. Alors, ça me permet de te dire, c'est pas parce qu'il parle bien, on a entendu du bon français, comme tu le dis, mais je sais pas si c'est le bon français qui va sauver le pays. Donc, ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à Metz. M. Tchébélé Dramé n'est pas le premier à dire qu'on est en guerre. Soumaïlou Boubeye Maïga l'a dit, le président de la République l'a dit plusieurs fois, d'autres l'ont dit. Quant à la diplomatie, si les diplomates doivent se considérer comme des soldats, ça implique beaucoup de choses. Il faut qu'ils aient des munitions. C'est pas du tout évident. Il ne faut pas aussi croire que tous ceux qui sont venus avant M. Tchébélé n'ont pas agi. Je pense à Mme Kamissa, que je n'ai plus revue depuis qu'elle est devenue ministre. Mais donc, c'est une continuité, si tu veux. Donc, il va apporter sa pierre, mais il faut éviter de vexer ceux qui sont passés avant. Pour revenir au discours du président, je pense qu'il campe le décor, comme vous dites. Il a une haute idée de sa personne, de ses fonctions, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a le premier couac de la méthode Boubou Cissé, que moi j'aime bien, parce que je dis les choses, c'était la rencontre avec les enseignants. C'est-à-dire qu'on demande aux syndicats, à tout le monde de venir pour qu'on parle de la crise. Parce que l'année va être blanche, il faut la sauver. Les syndicats ne viennent pas. Moi je les appelle, je dis mais pourquoi vous ne venez pas? Ils disent c'est à la télévision que nous avons appris qu'on avait besoin de nous. Alors, il faut baliser le terrain d'abord avant de convoquer les gens. C'est que si tu ne balises pas les gens, même si tu perds un jour à baliser le terrain, je pense qu'il faut faire attention aux méthodes de gouvernance. On a signé un accord de gouvernance, mais il y a aussi les méthodes de gouvernance qu'il faut peut-être revoir. Je pense que c'est le premier couac de la méthode Boubou Cissé. Oui. Est-ce que l'école, Maître Konaré, ce n'est pas le principal challenge où on attend justement le gouvernement Boubou Cissé? Puisque moi j'ai entendu certains Maliens dire si ce gouvernement ne parvient pas à sauver une année scolaire, il faut désespérer de lui pour pouvoir sauver un pays. Est-ce que l'école, ce ne sera pas le baromètre pour pouvoir juger de l'efficacité ou pas de ce gouvernement-là? C'est un des baromètres. La récente rencontre au CICB a échoué. Ça a échoué parce que les syndicats d'enseignement ont décidé de ne pas y participer. Pourquoi? Parce que, selon les règles syndicales, les discussions sont tripartites. Le gouvernement, donc les syndicats et donc le médiateur. Alors, au lieu de ces discussions tripartites, on a voulu donc faire venir des griots, des chefs coutumiers, etc. Les enseignants ont pensé qu'il s'agirait d'aller les prier et ensuite de les indexer comme ayant refusé les prières du peuple. Ils ont refusé cela. Mais de manière plus fondamentale, les revendications des enseignants, celles des magistrats, celles de tous les différents corps qui sont en train de bloquer par des grèves
l'activité du pays. Et tous ces problèmes-là sont liés à la capacité financière de l'État. Et l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent vient soit de l'étranger, soit des ressources collectées à l'interne. Pour avoir une surface d'argent suffisamment solide pour faire face aux revendications, il faut une meilleure gestion. Il se trouve que notre gestion n'est pas très bonne. Je vous cite 2 exemples. Très rapidement. Un gouvernement de 38 membres, au moment où il faut donner le signal de la sobriété. Ensuite, chaque année, on prend 3 milliards qu'on distribue à des partis politiques qui ne font rien, qui ne contribuent en rien aux aspirations de notre peuple. Il est temps d'arrêter ce gaspillage pour que les enseignants et d'autres couches grévistes puissent prêter l'oreille au discours de pauvreté. D'accord. Alexis Calambri, sur le terrain de la diplomatie, on a l'impression qu'il y a une méthode Tchébilé Dramé qui s'installe. Hein. Même si on l'a vu, il a troqué ses chemises en cotonnade contre des basins craquants. Il a reçu les ambassadeurs des 5 pays membres du Conseil de sécurité. Il dit que les diplomates doivent être des soldats, on est en guerre. On a l'impression qu'il veut mettre sa touche, Tchébilé Dramé. En fait, Tchébilé, sa venue a rassuré tout le monde à première vue, parce que dans tous les cas, on sait que ce n'est pas quelqu'un qui va juste se contenter d'occuper un fauteuil. Donc, c'est un homme d'action. Mais Mme Kamissa n'occupait pas qu'un fauteuil, elle travaillait. En fait, non, Serge l'a dit, en fait, si je n'étais pas d'accord avec lui, j'allais relever. Il a dit il ne vient pas en terrain vierge. Il y a des choses qui ont été faites. Mais c'est pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui va rester inactif et qu'il va ajouter sa pierre. Donc oui, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, il va faire bouger les choses. Et ce qui est déjà appréciable de lui, premièrement, il a une haute idée de sa fonction, il a une haute idée du Mali, donc forcément, il va faire bouger les lignes en matière de diplomatie. Oui, non, mais je l'ai dit que non, mais c'est normal, quand quelqu'un vient, il imprime sa marque de fabrique, son tempo. C'est tout à fait normal, mais il faut être extrêmement prudent et ne pas faire croire que ceux qui sont venus avant n'ont rien fait. Moi, j'aimais beaucoup Abdoulaye Diop, que je n'ai pas revu aussi. Dès qu'il devient ministre, on ne le voit plus. J'ai un ami, je ne l'ai pas souvent vu, mais il était bien. Aujourd'hui, il a un poste stratégique, quand même. Il est directeur de cabinet de l'Union africaine. Je pense qu'il serait aussi utile que M. Tchébilé Dramé. Ça, c'est évident. Donc, il faut éviter de froisser les gens, je trouve. D'accord. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. Je vous rappelle que 21h, c'est Politique l'invité avec aujourd'hui Modibo Sidibé des Phares avec la question pourquoi organiser toutes ces rencontres autour des concertations nationales et refuser de signer l'accord de gouvernance. Ce sera à 21h Politique avec Robert Dissa. Pour le débat du dimanche, nos invités étaient Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Cheikh-Omar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain, et retrouvé également pendant le mois de Ramadan, femme capable qui passe de 14h TU à 10h temps universel, femme capable pendant le mois de Ramadan à 10h et le débat du dimanche à 14h. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah.